Lloyd et Michelle se sont rencontrés au lycée et se sont mariés peu après l'obtention de leur diplôme en 1991. Ils sont allés à l'université en tant que couple marié et ont fondé une famille en quelques années avant de s'installer à Corning, dans l'État de New York. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur au milieu des années 1990, Lloyd Neurotter a travaillé comme professeur de sciences exactes dans un collège avant de trouver un emploi d'ingénieur dans une usine. Michelle est diplômée de l'enseignement supérieur et a travaillé comme professeur d'anglais. Leur première fille est née en même temps que lui, puis son épouse a eu 2 autres filles. Beaucoup de choses changeaient à l'époque. Dans les années 1990, ils ont déménagé dans une grande maison dans la petite ville pittoresque de Corning, proche de New York. Le couple semble satisfait. Lloyd travaillait dur mais consacrait beaucoup de temps à toute sa famille, en particulier à ses 3 filles. Michelle était optimiste et active, s'occupant des enfants et des tâches ménagères. Elle donnait des cours aux enfants à la maison parce qu'elle était enseignante. Ensemble, ils formaient une famille idéale que beaucoup de leurs amis prenaient pour modèle. Cependant, les actions de Lloyd se sont considérablement modifiées avec le temps. Au lieu d'être un père et un mari aimant, il est devenu un tyran qui contrôlait toute la famille. Il mettait tout en œuvre pour exercer un contrôle total sur ses proches. Il exigeait une soumission totale et le respect des règles qu'il avait établies. Lloyd était prêt à utiliser la force si nécessaire pour persuader les enfants et la femme de se ranger à ses côtés. En conséquence, les relations familiales se sont rapidement dégradées. Carrie, la fille du milieu, était la seule avec laquelle Lloyd entretenait de bonnes relations. En raison de son dévouement à son père, elle se distinguait des autres filles. Il était reconnaissant qu'elle lui ait tendu la main. Lloyd était toujours là pour elle, l'emmenait à des événements comme le ballet et d'autres choses, et s'occupait même de sa coiffure et de son maquillage. Il ne prenait pas les mêmes libertés avec le reste de la famille. Il leur imposait impitoyablement l'ordre. En grandissant, Carrie était gentille et empathique. Elle était active dans de nombreuses causes humanitaires et aimait particulièrement travailler avec les sans-abri. La famille a réussi à s'entendre jusqu'en 2008. L'Amérique a connu une grave crise financière à cette époque, ce qui a entraîné des millions d'Américains dans des difficultés professionnelles et financières. Lloyd s'est retrouvé au chômage et a immédiatement commencé à chercher un emploi. Cependant, il était trop commun. Michelle s'est également mise à la recherche d'emplois potentiels, mais sans succès. Elle passait beaucoup de temps à s'occuper de la maison et de ses filles, ce qui est difficile à combiner avec un emploi. Lloyd a réussi à décrocher l'emploi respectable le plus proche dans le New Jersey. Michelle se réjouit que son mari ait enfin trouvé un emploi. Entre-temps, Michelle a obtenu un emploi à temps partiel dans sa ville natale de Corning et l'a combiné avec la prise en charge des enfants et de la maison pendant que Lloyd déménageait seul dans le New Jersey. Michelle a eu du mal à s'occuper seule de toute la famille. Quelques mois plus tard, l'étrange a commencé lorsque Lloyd a exigé qu'elle lui accorde le divorce. Étant donné qu'il n'y avait aucune raison pressante de se séparer, le choix était inattendu. Les connaissances et les amis des époux n'étaient pas au courant de leur dispute. Le choix de Lloyd a donc complètement pris au dépourvu la femme et les enfants et l'a obligée à sortir de l'ornière. Elle était une mère et une épouse merveilleuses, mais son partenaire lui a fait vivre une mauvaise situation. Il a prétendu que pendant leur séparation, sa femme et lui s'étaient éloignés l'un de l'autre et qu'ils ne voulaient pas se remettre ensemble. Elle a commencé à élever seule ses enfants après avoir décroché un poste de professeur d'anglais dans un collège. Plusieurs années se sont écoulées après le divorce. La vie de Michelle a été considérablement facilitée par le fait qu'elle et ses enfants ont déménagé dans une autre maison dans la même ville et que les filles de Michelle ont grandi. Maintenant qu'elles pouvaient participer aux tâches ménagères, les filles prenaient soin les unes des autres et d'elles-mêmes. Michelle avait plus de temps à consacrer à son travail car elle gagnait bien sa vie et établissait sa carrière. Elle avait toujours un problème avec Lloyd, car il était sur le point d'obtenir la garde exclusive de ses enfants et ils se disputaient la pension alimentaire. Même la procédure de divorce a duré plus de 5 ans, au cours desquels Lloyd a tenté à maintes reprises de dénigrer Michelle en la présentant sous un jour négatif.
Tout cela était nécessaire pour obtenir la garde complète des enfants. Mais Michel s'est battu, a gardé les mains en l'air, s'est justifié devant le juge et a fait des demandes reconventionnelles à son conjoint. Leur famille était à l'écoute de tout le monde au tribunal et pour leur litige constant. Lloyd était passé maître dans l'art de la manipulation. Carrie, l'enfant du milieu, a rejoint son père dans les années qui ont suivi 2010. Elle pensait vraiment que c'était son choix parce qu'elle adorait son père et qu'il lui manquait beaucoup. Le juge a confirmé la décision des autres enfants de rester avec leur mère pendant le procès parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son choix. Le 28 août 2017, un ami de la famille s'est rendu en voiture au domicile de Michel pour aller chercher sa fille cadette à l'entraînement de natation. Il a vu Michel à la fenêtre du salon, mais dans une position étrange à côté des escaliers, lorsqu'il est sorti de la voiture et a marché jusqu'à la maison. Personne n'a répondu à la porte lorsqu'il a frappé. Michel était toujours là et le chien aboyait toujours. La porte semblait ouverte, il est donc entré et s'est approché. L'homme vit alors que Michel n'était pas debout, mais suspendu à la balustrade. Sa main était froide et rigide lorsqu'il lui a tâté le pouls. Il a alors signalé au personnel des services d'urgence que Michel semblait s'être suicidé. Lorsque le personnel d'urgence est arrivé à la maison, il a découvert que Michel, 46 ans, ne pouvait plus être sauvée car elle était déjà décédée. Bien que Michel résidait à ce moment-là avec sa fille de 14 ans, la police a vérifié toute la maison et n'a trouvé aucun autre occupant. L'aîné Carrie, qui vivait avec son père, était parti à l'université. À première vue, on aurait pu croire que Michele s'était effectivement suicidé. Mais plus la police enquêtait sur cet horrible incident, plus elle découvrait d'anomalies. Michel portait des marques sur le visage qui ne correspondaient pas à la façon dont elle avait décidé de mettre fin à ses jours. Cela indique que l'occasion n'était qu'un artifice. La plus jeune des filles aurait dû être à la maison. Il est donc surprenant qu'elle n'ait été vue nulle part. La police a commencé à enquêter sur la théorie du meurtre et sur l'enlèvement éventuel de l'enfant. Les inspecteurs ont contacté le mari et les filles de Michel. La première à être contactée a été Carrie, et il s'est avéré qu'elle avait sa petite sœur. La police a trouvé cette information suspecte, car la petite sœur ne manquait pas l'entraînement. Elle n'est pas allée voir son père et sa sœur. La police a parlé à Carrie. Carrie a révélé qu'elle était venue rendre visite à sa mère pour une soirée pyjama. Michel a piqué une crise et a sangloté toute la nuit parce que Lloyd allait lui enlever sa fille cadette et que le tribunal était de son côté. Peu avant qu'une connaissance de la famille ne découvre Michel, la jeune fille et sa sœur ont quitté le domicile de leur mère. Elle a affirmé que Michel avait également eu un comportement erratique et inapproprié tout au long de la journée. Carrie a emmené sa petite sœur avec elle parce qu'elle avait peur de la laisser avec une telle mère. Comme le corps de Michel était froid au moment de la découverte, qu'elle était décédée depuis longtemps et que sa fille avait affirmé qu'elles avaient quitté la maison juste avant qu'un ami de la famille ne la trouve, ce récit est apparu improbable. Les conversations avec des connaissances et des amis de la défunte ont également jeté le doute sur l'histoire de Carrie. Ils ont présenté une image différente à la police. Selon un ami, Michel était retourné au tribunal 2 jours avant son décès pour une nouvelle audience concernant la garde de sa fille cadette. Lloyd était engagé dans une bataille pour la garde de sa fille. Cependant, il ne s'est pas présenté à l'audience finale cruciale. Il n'a même pas appelé ou répondu à son téléphone portable, ce qui était assez étrange et inhabituel de sa part. Toutes les personnes impliquées dans le processus ont été surprises par les actions de Lloyd. En tout état de cause, cela signifiait que l'affaire était close. Michel était vraiment ravie de cet événement, qu'elle a même célébré avec son avocat. Il pensait qu'en raison de l'absence de son mari, elle obtiendrait désormais la garde complète de la fillette. Elle n'avait donc aucune raison de s'inquiéter, car le litige relatif à la garde de l'enfant avait été résolu en sa faveur. En apprenant l'incident, la mère de Michel a immédiatement informé la police qu'elle considérait Lloyd comme un suspect dans le meurtre de Michel. Elle refuse d'accepter que Michel ait pu choisir de mettre fin à ses jours et de confier ses enfants à des étrangers. Lloyd était le principal suspect, car c'est lui qui avait tenté de priver son ex-femme de ses droits parentaux pendant une longue période et ils ont vécu un divorce terrible.
Le contact avec Lloyd a été immédiatement impossible. Carrie a affirmé qu'il était avec elle au moment du meurtre et qu'il l'avait aidé à s'installer avant d'entrer à l'université. Lloyd passait également la nuit dans un hôtel de Rochester. Environ 160 km séparaient Corning de Rochester. Il s'était ensuite rendu en Californie pour un entretien d'embauche, ce qui le plaçait à 4000 km de distance. Lorsque les enquêteurs ont pu entrer en contact avec Lloyd et l'informer du décès de son ex-femme, il s'est montré peu ému. Lloyd a simplement pris un billet d'avion et s'est rendu à Corning. Il s'est toutefois rendu au palais de justice le plus rapidement possible pour mettre fin au versement de la pension alimentaire. Dans cette circonstance, cela paraissait vraiment bizarre. Après l'audience, il s'est rendu au poste de police où il a corroboré les déclarations de sa fille selon lesquelles il aidait Carrie à déménager et se trouvait dans une autre ville au moment du décès de son ex-conjointe. Lloyd a affirmé que sa fille lui avait rendu visite à l'hôtel pour voir comment il s'installait avant qu'il ne l'escorte jusqu'à son véhicule. Elle est repartie et ils se sont retrouvés le lendemain matin pour prendre le petit déjeuner. Pour étayer ses dires, il lui a montré la réservation de la chambre d'hôtel. Lloyd a accepté de passer au détecteur de mensonges, mais n'a jamais réussi. Malgré ce comportement cynique, aucune charge n'a pu être retenue par les détectives, faute de preuves suffisantes, mais il a éveillé les soupçons de la police. Les forces de l'ordre ont commencé à vérifier les images de vidéosurveillance et les factures des téléphones portables pour suivre tous les mouvements de Lloyd et de sa fille Carrie dans les derniers jours précédant la mort de la femme. En comparant les images et l'emplacement de l'appareil mobile de Lloyd, ils ont découvert certaines anomalies. On avait l'impression qu'il essayait de cacher sa position, en laissant régulièrement son téléphone portable derrière lui. C'est ainsi qu'ils ont su que Lloyd mentait. Carrie était présente à l'hôtel Rochester avec son père et tous deux se sont ensuite rendus sur le parking, mais le père n'est pas retourné dans la chambre comme il l'avait prétendu. Ils sont partis le soir du meurtre et ne sont revenus qu'à 7 heures du matin le lendemain, emmenant sa jeune sœur. On a également appris que la situation financière de Lloyd n'était pas brillante. Il devait beaucoup d'argent. Il avait une dette de 100 000 $ sur sa carte de crédit et avait désespérément besoin d'argent. Il avait souscrit une assurance vie exorbitante de plus de 200 000 $ à la suite du décès de son ex-femme, ce qui était en sa faveur. Les enquêteurs sont devenus encore plus suspicieux et ont commencé à enquêter activement sur Lloyd. Les détectives ont commencé à chercher des signes indiquant que l'ex-mari était impliqué, mais ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que sa fille bien-aimée, Carrie, apparaissait sans cesse ici et là. Il a été décidé d'écouter les conversations du père et de la fille. Une écoute téléphonique a révélé qu'il n'avait rien à cacher. Lloyd interrompait parfois agressivement les questions de Carrie, comme s'il se sentait observé, mais il ne discutait pas beaucoup pendant les dialogues. Cela dit, certaines de ces conversations étaient terminées pour une discussion en face à face. Tout au long des appels téléphoniques, Lloyd a insisté sur le fait qu'il devait s'abstenir de parler. Il cachait manifestement quelque chose. Ils allaient parler et la police était certaine qu'ils étaient sur la bonne piste, mais rien ne s'est passé. La police a alors pris la décision de faire avancer l'affaire et de parler à Carrie en personne. Les enquêteurs l'ont convoquée pour l'interroger. Elle invente plusieurs excuses pour éviter de se rendre au poste de police. Au cours des écoutes téléphoniques, la police a appris que Lloyd l'avait obligée à gagner du temps et lui avait interdit de se présenter à la police de peur d'être démasqué. Entre-temps, le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de la défunte a constaté que Michelle présentait tous les signes d'un meurtre. Il a constaté des ecchymoses autour des yeux et des marques sur le menton. Il semble que Michelle ait été attaquée par derrière et étranglée. On dirait qu'une corde s'est enroulée autour de son dos. Le tueur lui a serré la gorge de telle manière que la victime était presque incapable de résister. Il était évident qu'elle ne s'était pas suicidée et la mise en scène était grossière. Tout cela les a obligés à se tourner à nouveau vers Carrie. Mais celle-ci s'est encore soustraite à une visite au commissariat. Les inspecteurs n'ont pas écouté ses excuses et l'ont rencontrée juste après ses cours à l'université. Carrie est perplexe car elle ne s'y attendait pas. Elle a d'abord tout nié au commissariat.
Elle reconnaît avoir passé la matinée chez les mamans avec son père, mais elle ne sait pas ce qui s'y est passé. Sa mère et son père se sont disputés, sont allés dans le bureau à l'étage et y ont poursuivi leur dispute. Sa mère a fini par cesser de parler et est devenue extrêmement silencieuse. Cependant, plus tard, sous la pression des informations fournies par les détectives, Carrie a raconté une histoire bien pire que des représailles ou un plan astucieux de la part d'un ex-conjoint. Selon Carrie, Lloyd a effectivement tué sa mère en s'assurant que sa sœur ne le voit pas. En réalité, elle a participé au meurtre. Elle a affirmé qu'une semaine avant le malheureux événement, la planification du meurtre avait commencé. Elle a longuement discuté avec son père de la manière de faire croire à un départ volontaire de la vie. Carrie a fait une déclaration choquante que les policiers ont entendue. Elle a raconté qu'elle détestait ouvertement sa mère. Elle n'a cependant pas été en mesure d'expliquer précisément et succinctement pourquoi. Elle admirait littéralement son père parce qu'elle l'aimait beaucoup. Plus Lloyd dénigrait son ex-femme devant sa fille, plus Carrie, soumise aux caprices de son père, méprisait Michelle. Ce comportement est caractéristique des victimes de manipulateurs. Jusqu'à la fin, Lloyd la contrôlait encore. Parce qu'elle était prête à l'aider, qu'elle a toujours couvert le meurtrier et qu'elle l'a aidé à établir son alibi, elle est désormais considérée comme complice du crime. Carrie a été arrêtée par la police, qui s'est ensuite rendue au domicile de Lloyd, mais l'a trouvé introuvable. Les enquêteurs l'ont localisé par téléphone à Princeton. Lloyd a vu des policiers s'approcher du parking où il se trouvait, a marché sur la rambarde et a menacé de sauter du 5e étage. Après 2 heures de négociations, les fonctionnaires de police ont finalement pu approcher Lloyd Neurotter, 45 ans, et l'obliger à se soumettre à l'arrestation. La police a inculpé les 2 personnes impliquées dans le crime. Lloyd a été inculpé de meurtre au 1er degré, de complicité de meurtre et de falsification de preuves. Lloyd, qui a été choqué par son arrestation, a nié tout avec véhémence. Il a déclaré qu'au moment des faits, il se trouvait dans un hôtel. Cela a été vérifié par sa facture de téléphone et il avait une réservation pour une chambre à ce moment-là. Cependant, les caméras de sécurité l'ont vu quitter l'hôtel le soir avec sa fille et revenir dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ils sont repartis. Son ADN a été découvert sur le pyjama de la victime qui ne pouvait pas s'y trouver et les données GPS de la voiture ont montré qu'il se trouvait à proximité du domicile de la victime au moment du meurtre. Le reste de l'histoire s'est ensuite démêlé. Carrie est accusée de meurtre au 2e degré, de complicité de meurtre et de dissimulation de preuves. Dans le pire des cas, elle était menacée d'une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Elle a plaidé coupable et promis d'aider l'accusation afin d'éviter la peine la plus sévère possible. On s'attendait à ce qu'elle témoigne dans l'affaire qui l'opposait à son propre père. Lors du procès, l'accusation a attiré l'attention du jury sur un autre aspect révoltant de l'affaire. Carrie a participé activement au crime. Elle était chez sa mère et a aidé son père dans cette entreprise. Elle a eu de nombreuses occasions de mettre un terme à la préparation et à l'exécution du meurtre. Mais au lieu de cela, elle a aidé son père à tuer sa mère. D'après les preuves, le père et la fille se sont rendus chez Michelle très tôt le matin. Michelle a ouvert la porte d'entrée parce qu'elle leur faisait confiance. Elle ne s'attendait pas à ce que son ex-mari, et encore moins sa fille, agissent de manière aussi perfide. Elle a été attaquée par Lloyd, qui l'a étranglée à l'aide d'une corde. Carrie surveille la situation afin d'éviter que sa jeune sœur ne se réveille à l'improviste et ne découvre ce qui se passe. Avant que la jeune fille ne puisse savoir ce qui s'était passé, ils l'ont réveillée et sont partis par la porte de derrière après que Lloyd en ait fini avec Michelle. La jeune sœur n'était pas au courant de ce qui s'était passé au domicile de sa mère. Les informations recueillies par les détectives ont rempli plus de 26 dossiers. La plupart d'entre elles affirmaient que Lloyd avait délibérément attisé l'animosité de sa fille à l'égard de sa mère. Cela durait depuis longtemps. Devant sa fille, il ne cessait d'insulter Michelle et de la dépeindre sous son plus mauvais jour. Le père a commencé à couper les ponts lorsque Carrie a emménagé chez lui. Il l'a rassurée en lui disant que la mère était hostile et avait l'intention de la tuer, elle et les autres enfants. Par conséquent, Carrie a involontairement commencé à éprouver de la haine pour sa mère. Selon l'accusation, le motif du meurtre était l'assurance vie et le refus de partager la garde de la plus jeune fille avec sa femme.
Lloyd et Carrie pensaient pouvoir s'en tirer en simulant une mort volontaire et vivre heureux et à l'aise grâce à l'argent et dans la maison de la défunte. Carrie a témoigné tout au long du procès que son père lui avait donné un choix brutal. Soit il tuait sa mère, soit il se suicidait. En raison de ses obligations mensuelles considérables en matière de pension alimentaire qui s'élevaient à 6 000 $, le père s'est lamenté sur sa situation financière désastreuse. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de cette manière. Finalement, Carrie a pris la mauvaise décision et a consenti à aider son père à assassiner sa mère. Le procureur a reconnu que le père avait fait subir un lavage de cerveau à Carrie et a insisté pour qu'elle soit condamnée à la peine la plus légère possible. Lloyd a finalement accepté de plaider coupable de meurtre et d'avoir forcé sa fille à l'aider, mais il a déposé une contre-accusation contre sa femme décédée. Il a prétendu avoir tué son ex-femme pour qu'elle ne puisse pas faire de mal aux enfants, mais personne ne l'a cru. Lloyd détestait Michelle. Il était évident que sa fille était simplement prise dans le feu croisé de cette haine et de la lutte de la mère pour ses droits parentaux. Le tribunal a reconnu qu'elle était victime de la violence morale de son père. À l'issue du dernier procès, Lloyd a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'autres chefs d'accusation. Il a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Carrie a été soutenue lors de son procès par sa grand-mère maternelle. Elle a déclaré que sa petite-fille avait été victime d'un manipulateur et qu'elle ne lui reprochait pas ce qui s'était passé. Elle a demandé une peine plus légère pour elle et une peine plus sévère pour Lloyd, qui a torturé sa fille Michelle pendant les 25 années de son mariage et l'a finalement tuée. La grand-mère a noté que Carrie avait compris ce qui s'était passé et qu'elle était très émue par le meurtre de sa mère. En outre, la grand-mère a déclaré qu'elle ne pensait pas que sa fille assassinée, Michelle, aurait voulu que Carrie soit condamnée à une longue peine d'emprisonnement. Elle aurait voulu que sa fille vive une vie heureuse. Carrie a été tenue pour responsable de la dissimulation de preuves. Le juge a prononcé la peine la plus courte, de 1 à 3 ans de prison, après avoir entendu la demande de la grand-mère et les arguments du procureur. Elle a été libérée de manière anticipée le 16 janvier 2020. En ce jour fatidique du 31 mai 2007, un sentiment de malaise s'est installé dans le cœur d'Alan Bigley. La veille, il avait vu sa fille, Kate Bigley, débordant d'excitation à l'approche d'une soirée. Il était loin de se douter que cette soirée ordinaire se transformerait en un inquiétant mystère. Leur dernière rencontre a eu lieu le 30 mai, vers 6h30, et l'enthousiasme de Kate pour ses projets était contagieux. Alan la quitte avec le sourire, sans savoir que c'est la dernière fois qu'il la voit. Mais le 31 mai, alors que la journée se déroulait sans aucune nouvelle de Kate, l'inquiétude s'est installée. Kate était une femme dévouée et motivée, âgée de 32 ans à l'époque. Elle avait obtenu un diplôme en administration du sport et avait passé 10 ans à gravir les échelons chez British Gas, démontrant ainsi son engagement et son ambition. Sa forte éthique de travail et sa personnalité dynamique ont fait d'elle une figure appréciée sur son lieu de travail. Mais ce qui distinguait Kate, c'était le lien indéfectible qu'elle entretenait avec ses proches. Elle était le genre de personne qui gardait le contact, une présence rassurante dans la vie de ses amis et de sa famille. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses rendez-vous et ne s'est pas rendue au travail. Ce 31 mai, son père, Alan Bigley, s'en est ému. Connaissant le caractère de sa fille, Alan a ressenti une inquiétude troublante. Cela faisait moins de 24 heures qu'ils s'étaient vus pour la dernière fois, mais quelque chose ne tournait pas rond. L'absence de Kate était inhabituelle, et le silence qui régnait dans son appartement de Walton-on-Thames, dans le Surrey, était plus éloquent que les mots. Incapable d'ignorer son intuition, Alan a pris la décision qu'aucun parent ne souhaite jamais prendre. Il a signalé la disparition de sa fille aux autorités, déclenchant ainsi une série d'événements qui allaient permettre d'élucider le mystère de la disparition soudaine de Kate. L'histoire prend une tournure effrayante lorsque les amis de Kate fournissent des informations cruciales à la police. Ils ont révélé à la police que, lors de cette nuit fatidique du 30 mai,
elle avait accepté un premier rendez-vous avec un homme qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il s'agissait de Carl Taylor, un entraîneur de fitness de 27 ans. Les chemins de Kate et de Carl s'étaient croisés dans le centre de Londres le 18 mai lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un club. Carl l'avait abordé avec charme et charisme, ce qui avait amené Kate à lui communiquer ses coordonnées. Dans les jours qui ont suivi, ils ont échangé divers messages textuels et ont finalement fixé une date pour le 30 mai. Kate n'a pas caché ses projets à ses amis, les informant de son prochain rendez-vous avec Carl. Ils se sont donné rendez-vous au bar Roebuck, qui offre une vue pittoresque sur la Tamise. La soirée s'est déroulée comme prévu, et pendant leur rendez-vous, Kate a envoyé plusieurs SMS à ses amis. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, ces messages devenaient la dernière communication connue de sa part. Après cela, le silence l'a enveloppée, et le lieu où elle se trouvait est devenu un mystère obsédant. La police a naturellement interrogé Carl Taylor sur la disparition de Kate. Dans un premier temps, il a prétendu ignorer où elle se trouvait et ce qui s'était passé après leur rendez-vous. Cependant, son récit ne tarde pas à changer et à vaciller. Il a affirmé que Kate l'avait déposé à Twickenham après leur rendez-vous, mais son récit n'a cessé de changer et il est resté peu coopératif, refusant de répondre à certaines questions. Les soupçons se sont renforcés et ont conduit à son arrestation pour enlèvement. Alors que l'enquête se poursuivait, Carl Taylor a fini par anéantir tout espoir que Kate soit encore en vie. Il a avoué un crime odieux, reconnaissant avoir poignardé Kate à mort alors qu'ils étaient assis sur un banc de Richmond Hill. Il a ensuite révélé qu'il avait transporté son corps sans vie dans une réserve naturelle du Hertfordshire, le laissant partiellement caché près d'un parking. Après ces aveux, Carl a conduit la police à l'endroit sinistre où il s'était débarrassé du corps de Kate. Et c'est là, au milieu des orties, qu'ils ont découvert la tragique vérité. Malgré ses aveux à la police, Carl Taylor a plaidé non coupable lorsqu'il a été accusé de meurtre, ce qui a ouvert la voie à une bataille juridique déchirante et à une quête de justice dans une affaire. Dans la salle d'audience, l'accusation a monté un dossier convaincant contre Carl Taylor, alléguant qu'il était allé à un rendez-vous avec Kate Bigley avec un motif sinistre, l'assassiner et voler sa voiture. Le récit présenté à la cour s'est déroulé comme suit. La nuit du 30 mai, leur rendez-vous s'est d'abord déroulé comme prévu. Ils se sont rendus en voiture à un endroit pittoresque de Richmond Hill, qui offrait une vue imprenable sur la Tamise, et sont entrés dans le bar Roebuck. Ils y ont acheté des boissons et ont passé un moment. Ils sont ensuite sortis pour s'asseoir sur un banc, une pratique courante dans ce lieu pittoresque où les gens se rassemblent souvent pour admirer la vue à couper le souffle. La cour a appris que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du bar Roebuck, Kate ne semblait pas s'intéresser à Carl. La cour a entendu un témoignage essentiel d'une femme, Maureen Roncone, qui était présente dans le bar ce soir-là. Maureen a raconté: dès qu'ils se sont assis, la fille avait la tête baissée et envoyait des SMS sur son téléphone portable. Il n'y avait pas de conversation, il se contentait de lui parler. Elle a continué à envoyer des SMS. Elle était encore en train d'envoyer des SMS lorsqu'ils sont partis. Selon l'accusation, une fois dehors, loin des témoins potentiels, Carl a lancé une attaque vicieuse et frénétique sur Kate, entraînant sa mort tragique. La cour a appris que Carl s'était préparé à cet acte horrible, ayant pris une paire de ciseaux et un couteau à découper dans la maison d'un ami avant le rendez-vous. Chose choquante, il avait dissimulé le couteau dans sa manche alors qu'il était en compagnie de Kate au bar, un détail troublant qui allait devenir un élément crucial de l'affaire. Le procureur a informé la cour que Carl avait fourni à la police différents récits des événements survenus cette nuit-là. Dans l'un de ces récits, Carl a admis avoir poignardé Kate au cours d'une dispute en prononçant les mots effrayants suivants. « Tout ce que je veux, c'est ta voiture. » Il a ajouté « Elle m'a repoussé, elle m'a agrippé et je l'ai poignardée à la gorge. Je l'ai constamment coupée au cou parce qu'elle s'en prenait à mon visage. » La réalité macabre de la situation est apparue lorsque la cour a appris que 31 coups de couteau avaient été infligés au visage et au cou de Kate. La salle d'audience a été saisie par d'autres révélations troublantes lorsqu'il a été révélé qu'après avoir brutalement poignardé Kate,
Carl Taylor a placé sans ménagement son corps sans vie dans le coffre de sa propre voiture et s'est enfoncé dans les rues de Londres. Pendant qu'il conduisait, il a eu une conversation téléphonique avec sa petite amie, Lorraine Shanlock. Lorraine ignorait où il se trouvait et ce qui venait de se passer. Le jury a reçu des preuves irréfutables, notamment des images de vidéosurveillance qui montrent les actions calculées de Carl. À 12h20 le 31 mai, les images montrent Carl conduisant la voiture de Kate dans un garage où il fait le plein d'essence. Fait remarquable, il interagit avec les autres conducteurs sur le parvis, paraissant calme et nonchalant malgré le secret macabre dissimulé dans le coffre de la voiture. Arrivé à Oxey Woods, Carl a enlevé les vêtements de Kate et, à l'aide des bouteilles d'eau minérale trouvées dans la voiture, il a tenté de laver méticuleusement toute trace potentielle d'ADN sur le corps de la jeune femme. Faisant preuve d'un détachement effrayant, il s'est débarrassé de la forme inanimée de Kate au milieu des orties dans les bois. De retour chez lui, Carl a exhibé de manière choquante la voiture volée de Kate à ses amis et à sa famille. Il a également vendu le téléphone portable de Kate à une connaissance et a généreusement distribué à des amis des bons d'achat Marks & Spencer, découverts dans la boîte à gants de la voiture de Kate. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police a réussi à localiser la voiture de Kate et à récupérer le couteau qui avait servi d'arme du crime. Elle a également retrouvé les vêtements et les effets personnels de Kate, ce qui a permis d'ajouter d'autres preuves à l'image d'un crime commis de sang-froid. Le drame judiciaire entourant la mort tragique de Kate Bigley a pris une tournure inattendue lorsque la défense a présenté un point de vue radicalement différent sur l'affaire. Malgré les différents récits de Carl Taylor à la police, la défense a soutenu qu'il n'était pas responsable de la mort de Kate. Au contraire, ils ont affirmé que Kate s'était suicidée à cause de son prétendu côté sombre et froid. Dans un revirement surprenant, Carl s'est présenté à la barre pendant le procès et a déclaré que Kate s'était suicidée en plaçant intentionnellement sa tête sur son couteau. Il a affirmé que juste avant cet incident tragique, Kate lui avait confié ses problèmes. Carl a admis avoir apporté le couteau avec lui ce soir-là parce qu'il se sentait suicidaire. Selon son récit, lorsque le couteau est tombé de sa manche, Kate l'a ramassé et a commencé à se planter dans le cou. Lors du contre-interrogatoire mené par le procureur, Carl a été invité à décrire et à démontrer comment Kate avait pu s'infliger 31 blessures. Il a hésité et refusé de fournir un compte rendu détaillé, invoquant une détresse émotionnelle. Cependant, le juge lui a rappelé qu'il était de son devoir de témoin de répondre aux questions posées. Le juge a insisté pour que Carl montre au jury comment Kate a connu une fin tragique, en déclarant « Vous n'allez pas nous donner des ordres. Vous n'êtes pas là pour nous dicter des conditions. Vous êtes là pour montrer comment elle a perdu la vie. » Pour illustrer les événements, le procureur a fabriqué un couteau en papier de fortune d'une longueur d'environ 15 cm et a de nouveau demandé à Carl de reconstituer le scénario. Carl s'est prudemment enfoncé le couteau dans le cou et a raconté comment il s'était rendu compte que Kate était décédée. Il a dit avoir fondu en larmes et s'être allongé sur l'herbe en regardant le ciel. L'accusation a répondu que l'affirmation de Carl selon laquelle Kate était restée debout pendant qu'il lui infligeait 16 blessures n'était pas plausible. Parmi les 31 blessures qu'elle avait subies, certaines avaient sectionné sa carotide et sa veine jugulaire, ce qui rendait très improbable le fait qu'elle soit restée debout. Le procureur a également interrogé Carl sur sa formation de moniteur de fitness et d'arts martiaux, lui demandant pourquoi il n'avait pas tenté d'intervenir et d'aider Kate. Carl a simplement répondu qu'il s'agissait d'une situation embarrassante. Le jury a délibéré pendant à peine 2 heures avant de rendre son verdict. Coupable. Il a jugé peu convaincant le dernier récit de Carl sur les événements de cette nuit-là. Carl Taylor a donc été condamné à la prison à vie